Amis passionnés d'astrologie, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur un sujet récurrent et inaltérable qui est très passionnant et dont c'est vrai on n'a jamais fini de faire le tour. Il s'agit de l'amour, des relations affectives, des relations sentimentales et comme vous vous en doutez, nous allons aborder ce sujet au travers de notre grille de lecture favorite habituelle, c'est-à-dire le langage planétaire, le prisme des astres. Alors c'est vrai qu'on va le faire d'une manière un peu plus spécifique à l'accoutumée, puisqu'on va s'intéresser à une école d'astrologie, une branche de l'astrologie. Il s'agit en fait de l'astrologie des astéroïdes. Alors c'est vrai que l'astrologie est d'une telle richesse qu'il existe autant d'écoles que de méthodes d'interprétation pour caractériser notre vie, nos destins à tous, et y compris sur le plan amoureux et devenir sentimental, puisqu'on parle, c'est un petit peu le thème d'aujourd'hui, c'est de ce dont on parle. Donc la branche qui connaît un grand engouement sur la planète des astrologues depuis un moment déjà, c'est celle qui étudie la signification des astéroïdes. C'est vrai que cette branche-là est souvent négligée de par la petite taille des astres, donc des astéroïdes en question. Et c'est vrai qu'ils sont aussi extrêmement nombreux et parfois extrêmement éloignés aussi. Donc les astéroïdes sont pourtant depuis très longtemps utilisés par de nombreuses écoles d'astrologie et c'est vrai que ce courant-là revient depuis quelque temps à la mode pour affiner l'analyse d'un thème. Alors les plus passionnés d'entre vous en connaissent certains, notamment Chiron ou Chiron. D'ailleurs, on avait eu le plaisir avec les abonnés de la chaîne donc de regarder Chiron à la loupe, notamment quand on avait fait notre chronique sur le Soleil a rendez-vous avec la Lune en Vierge, où nous avions parlé notamment du rapport de Mercure au bien-être. Et donc c'est vrai que cet astéroïde-là est reconnu. Alors pour la faire courte, on dit que souvent c'est l'astéroïde des guérisseurs. Donc c'est vrai que les astéroïdes, pour valider leur signification, souvent on a besoin de les associer aussi avec les autres astres qu'on a l'habitude d'utiliser, donc les principaux astres du système solaire qu'on utilise en astrologie classique, astrologie donc traditionnelle. Alors nous avons également Cérès, donc c'est le plus grand des 4 astéroïdes mineurs utilisés en astrologie en dehors de Chiron, et donc qui est associé à la déesse mythologique du grain et de la moisson et peut symboliser la constitution physique, la vitalité et surtout la fertilité. Donc elle est aussi reconnue en tant que Déméter. Donc il y a souvent une association avec la mythologie, mythologie gréco-romaine. Alors nous avons également Pallas, qui est souvent utilisé, en tout cas de temps en temps, suivant les affinités après de chacun et l'expérience de chacun. Donc il représente l'intelligence et la capacité d'abstraction. Donc il peut déterminer aussi la capacité de stratégie, notamment, ça peut être intéressant pour les gens qui font de la politique ou qui sont dans des sphères haut placées donc en termes de stratégie. Enfin, nous avons Vesta, alias Hestia aussi, elle est appelée comme ça, donc qui serait la déesse du feu, déesse gardienne des foyers, donc qui n'est pas très utilisée en astrologie. Alors enfin, dans le domaine affectif, l'astéroïde qui possède la symbolique la plus étroitement liée à l'amour et au mariage, c'est Junon. Donc Junon, aussi appelée Héra chez les Grecs, qui est l'épouse de Jupiter, alias Zeus, la divinité des cieux. Donc là, j'ai le plaisir de vous la présenter. Donc c'est la star du jour. Alors avant de nous intéresser plus en détail à Junon, à l'histoire de Junon et de Zeus, qui est extrêmement importante, vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais vous montrer en fait comment est répertorié, comment est disposé ces fameux astéroïdes dans les cartes du ciel et les différents outils que l'on peut utiliser pour retrouver tous les astéroïdes. Vous allez voir ça. Voilà sur le site Astrothème, donc le site le plus connu. Donc il y en a d'autres bien sûr, mais celui-là, en tout cas c'est celui que j'utilise le plus régulièrement, parce qu'il est extrêmement riche en informations, et c'est vrai que c'est assez fonctionnel également. Alors, donc là, les astéroïdes, ça les passionnés le savent, donc on a parlé donc, de Pallas, qui est situé ici, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, dès que vous affichez la carte du ciel, vous retrouvez bien sûr les planètes, les principales planètes, mais également les principaux astéroïdes que je viens de citer. Ceux-là, ils sont, dès que vous affichez la carte, vous les voyez directement s'afficher. Donc vous avez Pallas, vous avez les Cérès ici, voilà. Vous avez également
alors Vesta alias Hestia, donc qui est ici. Voilà, et vous avez également Chiron, et enfin Junon. Junon qui est d'ailleurs en ce moment dans le signe du Taureau, hein, le signe du Taureau, donc qui est d'ailleurs gouverné par Vénus, donc qui est étroitement lié au domaine sentimental. Alors rien que dans le système solaire, hein, nous dit-on, il existerait 400 000 astéroïdes, hein, dont la taille dépasse le kilomètre, et on en connaît 26 dont la taille est supérieure à 200 km. Hein. Donc c'est vrai que les astéroïdes peuvent être très petits, donc ils peuvent faire 1 ou 2 mètres, comme ils peuvent être beaucoup plus longs. Hein. L'astéroïde, bah, c'est un planétoïde, hein, une petite planète mineure, donc qui est composée de roches, de métaux et de glace. Et donc c'est vrai qu'il y en a une multitude, il y en a quand même un sacré paquet dans le ciel. Et donc il a fallu au départ les répertorier, et c'est vrai que dans les débuts, les noms qui ont été donnés sont les noms de divinités. Et une fois qu'ils ont épuisé le nom des divinités, ils ont commencé à donner des prénoms, ils ont commencé à donner même des lieux que l'on retrouve sur Terre. Et donc c'est là où ça devient très intéressant, puisque on a un outil très intéressant donc, sur une autre carte, un autre site dédié à l'astrologie que je vais vous montrer, donc qui permet en fait de retrouver tout type d'astéroïdes et de les associer et de les incorporer dans nos cartes du ciel à nous, et vous verrez que c'est parfois le résultat peut être assez remarquable et même stupéfiant. Et je vais vous en faire tout à l'heure la démonstration. Alors le site en question c'est astro.com. Donc là on est dessus. Donc on se met donc sur la partie horoscope gratuit, et vous allez en fait dans carte du ciel diverses. Voilà, carte du ciel diverses. Voilà. Et donc vous avez... Alors vous pouvez rentrer hein, bien sûr vos coordonnées de naissance, hein, vous pouvez même faire des thèmes comparés, etc. Et là vous avez en fait hein, déjà répertorié, déjà incorporé, déjà intégré hein, les différents astéroïdes, quelques-uns dont on a cité et d'autres dont on n'a pas parlé. Donc voilà, hein, vous les avez ici, Cérès, Pallas, etc. Et vous avez ici toute une nomenclature, une liste par numéro, puisqu'en fait ils sont classés par numéro. Hein. Voilà, donc là vous en avez un paquet, donc là dans la base de données vous en avez 21 778, donc ils sont classés par ordre alphabétique. Voilà, vous avez également la liste d'étoiles fixes. Voilà. Et donc après, il suffit de connaître le numéro, voilà, le numéro de l'astéroïde, de le rentrer. Et en fait, quand vous cliquez sur la carte pour voir ce que ça donne, eh bien, vous retrouvez en fait l'astéroïde donc, qui est à côté, qui est incorporé dans votre carte du ciel et que vous pouvez retrouver, parfois qui peut être à côté d'un astre, je ne sais pas moi, par exemple Mars, Vénus, voilà, les planètes habituelles, quoi. Et donc ça peut vous aider au niveau des interprétations. Donc là, après, il faut se référer justement à la signification, souvent mythologique. Hein, donc c'est justement, ça va être l'objet de notre discussion, puisqu'on va s'intéresser à ce que signifie Héra alias Junon. Et donc vous allez voir un peu ce que cela peut donner après en termes pratiques. Voilà, un exemple. Donc là, j'ai tapé, par exemple, sur Google, donc astéroïde Sylvia. Et donc, en fait, on nous met que l'astéroïde Sylvia, ce serait l'astéroïde 87. Donc là, on va aller sur la carte du ciel et on va rajouter le numéro 87. Ou on peut essayer aussi de le retrouver dans la nomenclature, mais on va plutôt le rajouter au niveau du numéro. Hein. Là, voilà, j'ai fait entrée manuelle, mais vous pouvez faire la recherche. Hein. Normalement, vous le retrouvez dans la nomenclature. Donc, il faut regarder à la lettre S, et normalement, vous devriez retrouver... Voilà. Hein. Et donc là, j'ai pris une carte. J'ai intégré hein, déjà dans cette partie-là. Donc là, j'ai mis deux personnalités publiques hein, connues. Donc Julia Roberts, actrice, et qui est avec Daniel Moder. Donc vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc là, je clique sur la carte du ciel. Donc là, on voit apparaître. Imaginons que vous avez rentré vos coordonnées. Après, on va voir. Hein. Donc voilà. Et voilà, vous retrouvez... Vous voyez ici, on voit marqué Sylvie en fait, hein, Sylvia. Donc là, on retrouve bien l'astéroïde Sylvia et on s'aperçoit en fait qu'il est en conjonction à ce amas, donc notamment Jupiter, Uranus et également encadré par Pluton et Jupiter. Hein. Et on voit cette opposition-là à Chiron, à Vénus et à la tête du dragon. Donc là,
là, on peut voilà, faire des interprétations. Et donc, c'est là où ça devient intéressant, c'est que parfois, vous remarquerez qu'en rentrant un prénom, par exemple, quelqu'un qui s'appelle, je sais pas moi, Gérard, par exemple, qui a son épouse ou sa nouvelle chérie qui s'appelle Sylvia, justement, on s'aperçoit que souvent, en rentrant les coordonnées donc, de cet astéroïde-là, on le retrouve dans une position stratégique dans le thème. Donc, ça peut être en maison, ça peut être en conjonction. Voilà, par exemple, tiens, à Jupiter, donc Jupiter qui est aussi hein, la planète des unions, des rassemblements, des mariages par exemple. Donc voilà. Et c'est pareil, vous avez également d'autres astéroïdes donc, qui portent carrément le nom de lieu. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, je sais pas moi, si vous habitez dans un endroit qui s'appelle la rue, alors je vous dis hein, n'importe quoi, hein, la rue Fort par exemple, et que vous rentrez, vous arrivez à trouver l'astéroïde Fort, parfois ça peut être assez remarquable puisque vous allez retrouver cet astéroïde-là qui va être dans une position stratégique dans votre maison, donc qui signifiera quelque chose de précis, qui correspondra en fait à la situation que vous vivez. Voilà, donc là c'est vraiment ou le nom d'un pays, le nom d'une ville, etc. Voilà, par exemple, si vous voulez savoir l'affinité que vous pouvez avoir par rapport à une ville du monde, hein, vous pouvez faire cette recherche-là. Alors ça marche pas toujours, il n'y a pas toujours tous les noms hein, des astéroïdes n'ont pas tous été attribués, ou je veux dire plutôt tous les noms des lieux et des pays ou des prénoms en règle générale, hein, même s'il y en a quand même un grand nombre, ils n'ont pas tous été attribués, mais ça peut marcher. On reste dans le thème de l'amour, après vous pourrez vous amuser, vous, chez vous, à faire ça, à faire ces recherches-là, et donc là j'ai tapé l'astéroïde Julia, hein, donc j'ai pris le prénom justement de Julia Roberts, hein, donc on voit que c'est l'astéroïde numéro 89. Vous avez bien sûr hein, la partie où vous pouvez rentrer hein, vos coordonnées de naissance personnalisées. Hein. Donc là, par exemple, j'ai rentré les coordonnées de Julia Roberts, qui est née le 28 octobre 1967, à minuit 16, à Atlanta, aux États-Unis. J'ai bien entendu rentrer également les coordonnées de son compagnon, donc il s'appelle Daniel Moder. J'ai pas trouvé par contre l'heure de naissance, donc 31 janvier 1969, donc il serait né à Los Angeles. J'ai entré manuellement donc le numéro 89, donc qui est le numéro de l'astéroïde, hein, donc Julia, qui porte le nom Julie aussi, hein, et Julia. Donc si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Julie, bah, vous pouvez faire ça. Voilà. Et donc là, on est sur la carte du ciel donc, de ce monsieur-là qui est en couple avec Julia Roberts. Et donc on s'aperçoit que, vous voyez, l'astéroïde Julia, donc, qui est situé ici, il est situé sur la tête du dragon, donc de monsieur Daniel Moder. Donc la tête du dragon, donc c'est un élément extrêmement important, notamment en astrologie karmique, hein, puisque ça symbolise le destin. Donc à côté de Chiron également, et à côté de Vénus. Vénus, qui est la planète de l'amour. Donc vous voyez qu'il y a quand même une signification. Donc ça veut dire que quelque part, cette femme-là, a priori, lui serait destinée. Bon, après, il faudrait faire une interprétation beaucoup plus aboutie, beaucoup plus longue, puisque là, on s'aperçoit en fait qu'il y a une opposition à Uranus, Pluton, Jupiter, etc. Donc là, c'est pas le but hein, de la manœuvre, hein. C'était juste pour vous donner en fait voilà, un exemple et pour vous dire voilà, comment on peut utiliser donc cette méthode de l'école de l'astrologie des astéroïdes. Alors revenons donc à Junon, hein, donc, Junon qui est la reine des dieux et protectrice du mariage, donc qui est la fille de Rhea et de Saturne, et elle est à la fois donc sœur et épouse de Jupiter, hein, alias Zeus. Alors le symbole de Junon, alias Hera, donc, est représenté par un diadème ou une couronne de fleurs. Elle est assise à côté d'un pan et elle tient un sceptre surmonté d'un coucou à la main ou d'une grenade, hein, qui est le symbole de la fécondité. Et elle est habillée, vous le voyez d'ailleurs sur la photo, avec un voile qui est le symbole du mariage. Alors il y aurait deux versions en fait hein, qui s'opposent dans le scénario de leur union. Donc la première, c'est que Junon aurait été contrainte au mariage avec Jupiter. Et donc la deuxième version indique au contraire qu'elle abdiqua plus ou moins volontairement son statut de déesse en fait pour vivre les joies du mariage, donc de son propre consentement, donc comme le commun des mortels. En tout cas, dans tous les cas de figure, il subsiste une version qui fait consensus, c'est celle où Jupiter ne correspondait pas apparemment ni à ses idéaux ni à ses attentes, et leur union en fait fraîchement consommée, donc Zeus n'hésita pas à s'emparer
et même à se réapproprier, dit-on, les pouvoirs divins et religieux de sa divine épouse. Donc tout en maintenant d'une main de maître dans sa condition de femme monogame et dans son vœu pieux de fidélité, il n'eut aucun scrupule, lui, à la tromper ouvertement et même à avoir des enfants avec d'autres amantes. Alors plutôt que de briser son serment d'exclusivité et de chasteté, c'est vrai qu'on dit souvent d'ailleurs être fidèle comme Héra, donc la seule réponse que Junon, alias Héra, trouva à lui opposer, ce sont des colères monumentales à ces écarts et des scènes de jalousie qui vont avec. Donc ces ressentiments teintés de calomnie et même d'actes de cruauté étaient, d'après la mythologie, surtout tournés vers les rivales de Jupiter, ainsi que leur progéniture, plutôt que sur sa majesté. Donc ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'on retrouve un petit peu ces scènes-là de vaudeville, que ce soit au théâtre, au cinéma, mais également dans la vie courante. D'ailleurs, moi j'ai pu le constater au cours de mes consultations, et je pense que vous-même, au travers de la vie que vous menez, ou si vous connaissez des gens qui malheureusement ont eu une amie ou une copine ou une personne de votre entourage qui a été trompée par son amant ou son mari ou son conjoint, et bien souvent c'est que la colère, elle se retourne souvent contre les amantes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais c'est quelque chose qui est assez récurrent. Alors c'est aussi peut-être parce que on a souvent du mal à, même si on en veut à la personne avec laquelle on est, souvent on va s'en prendre à ses rivales plutôt qu'à c'est un peu inconsciemment peut-être pour trouver une excuse, quelque part, puisqu'on aime encore cette personne-là. Donc on va plutôt dire c'est à cause de la tentatrice, c'est à cause des tentatrices. Donc voilà, mais vous avez aussi l'explication aujourd'hui sur le plan mythologique. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec la mythologie, entre la mythologie et notre époque? Eh bien c'est qu'en fait, on a ce qu'on appelle l'inconscient collectif, c'est la mémoire collective, donc l'enregistrement de ce qu'ont vécu nos ancêtres, et puis cette trahison de Jupiter, en fait, c'est certainement perpétué à travers les âges, et c'est répercuté sur les relations hommes-femmes jusqu'à notre époque contemporaine. En tout cas, c'est ce qu'on peut supposer, puisqu'on retrouve ça, on retrouve ces scènes de ménage, en tout cas chez certains couples, et le mythe de Junon et Jupiter représente justement l'archétype des relations de couple sur lequel s'est construite notre société jusqu'à notre époque contemporaine. Donc ça explique surtout que nous, on est issus aussi d'une civilisation gréco-romaine. Donc ça explique en grande partie le déséquilibre récurrent et même séculaire des rapports hommes-femmes. En tout cas, ça peut être une des explications, il y en a bien d'autres, bien entendu. On retrouve d'une part là la norme énoncée par Jupiter. Comme vous savez, Jupiter donc édicte les règles de droit d'ailleurs dans la société. C'est Zeus, le grand rassembleur, celui qui impose sa loi. Donc il a imposé à sa compagne la monogamie, dont le principe essentiel reposait sur la fidélité justement et l'exclusivité dans les rapports sexuels. Et d'autre part, Junon, épouse modèle, belle, féminine, déterminée, a honoré son vœu de chasteté. Donc elle s'est astreinte à cette règle-là. Donc elle n'hésita pas d'ailleurs à sacrifier son pouvoir personnel pour se consacrer qu'à son époux Jupiter et aux enfants qu'ils ont eus ensemble. Donc la fracture s'est faite sur la transgression de Zeus, alias Jupiter, et ce principe qu'il a lui-même pourtant édicté et que l'expression populaire a consacré plus tard dans le fameux coup de canif dans le contrat de mariage. Et d'ailleurs, Jupiter, une Jupiter dévoyée dans un thème, quand on dresse un thème astral, donc on a ce rapport au foie en astrologie médicale, en astromorphopsychologie. Jupiter gouverne la région du foie. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'où vient la mauvaise foi. C'est-à-dire que Jupiter, souvent, a du mal. Les Jupitériens, parfois, vous verrez, ceux qui se permettent, ceux qui ont une Jupiter dévoyée, se permettent des aventures, puisque Jupiter gouverne le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le signe de l'aventure. Et c'est vrai que certains peuvent se permettre de transgresser et d'aller voir ailleurs, d'être aventuriers. Et le jour où ils se font attraper en flagrant délit, parfois ils arrivent même à retourner, à retourner donc la faute sur l'épouse. Oui, pourquoi tu m'as suivi? Vous voyez, c'est pas excuse-moi chérie, je t'ai trompé, c'est pourquoi tu m'as suivi. Donc là, on est vraiment dans la très très mauvaise foi caractérisée. Donc voilà, en trompant en tout cas son épouse de la sorte, il déclencha chez elle la frustration, amertume et jalousie. Donc cet incommensurable malaise réside dans le fait qu'elle a renoncé, tout comme le font certaines femmes aujourd'hui encore,
dans nos sociétés modernes à leur ambition personnelle en sacrifiant leur carrière sur l'autel de l'amour en attendant en retour, de manière souvent tacite, de la reconnaissance et une réciprocité dans la fidélité. Donc face à cette trahison, l'acte de rébellion était bien difficile à s'exercer dans une société cadenassée où l'exigence de loyauté aveugle de l'épouse apparaissait à l'époque comme une vertu. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, une femme, les mœurs sont changées, les sociétés ont évolué, les femmes peuvent partir. Donc celles-ci, c'est vrai qu'à l'époque, elles étaient souvent maintenues de gré ou de force. Il y avait toute la société qui était régie de la sorte, et une femme, ça ne se faisait pas, ce n'est arrivé que bien plus tard. Donc voilà, c'était extrêmement une période difficile à vivre, en tout cas pour les femmes. Alors la seule façon que la femme avait la possibilité pour d'exorciser cette souffrance, c'était de le faire d'une manière détournée par des actes qui frisent justement la manipulation. Donc ça explique aussi souvent la coercition, le fait dans des situations compliquées, vous amène à trouver d'autres stratégies de manière plus détournée. C'est pour ça que parfois, alors après c'est des généralités bien entendu, ce que je suis en train de dire, mais parfois on dit que les femmes sont beaucoup plus fines et aussi parfois beaucoup plus manipulatrices. Et donc ça peut venir aussi de là. Donc on retrouve souvent d'ailleurs ce type de scénario à notre époque où on voit une femme publiquement bafouée, puis délaissée, répudiée, qui pour se défendre rejette donc la faute sur les maîtresses de son mari en allant jusqu'à utiliser des stratagèmes voilà, pour assouvir sa soif de vengeance. Parfois, malheureusement, il y en a aussi certaines qui utilisent, ça je l'ai vu aussi, les enfants. Ça peut venir des deux côtés d'ailleurs. Donc si vous êtes une femme et que vous vivez une forme de jalousie latente ou une peur de l'abandon alors que votre mari n'a pourtant pas commis d'adultère, votre crainte peut très bien provenir de cette explication ancestrale qui a infusé au rythme des siècles dans notre société et a imprégné nos subconscients, nos inconscients collectifs. Donc tout comme il en va de même pour les hommes qui parfois séduisent de manière invétérée et se comportent même en véritable goujat ou macho car ils redoutent là encore de manière inconsciente l'engagement total sur le plan intime qui serait finalement vécu comme le sacrifice de Junon et une perte de leur pouvoir. Alors maintenant, les significations sur le plan astrologique, donc c'est vrai que vous connaissez le quatuor des planètes rapides, des planètes personnelles, qu'on nomme le Soleil, la Lune, Mars, Vénus, en tout cas pour les plus passionnés d'entre vous, et les segments du ciel qui sont communément rattachés au domaine de l'amour et de la sexualité, notamment la maison 1, 5, 7 et 8, qui décrivent parfaitement nos aspirations dans ces secteurs, avec même la possibilité de dresser le portrait du partenaire affectif idéal, ou en tout cas l'archétype du type de personne qu'il nous faut en tant qu'homme pour une femme, ou une femme pour un homme, ou inversement aujourd'hui. Donc Junon symbolise quant à elle le principe d'union légalisée et le mariage. Donc c'est vrai que c'est à pas confondre, c'est vraiment le principe d'union légale et le mariage. Junon apporte donc un complément non négligeable sur les traits de caractère de la personne, donc il partagera vraiment votre vie et même le style d'union dans lequel vous seriez fait. Donc sa position dans une carte du ciel en signe, en maison ou à côté d'une planète clé donne des précieuses informations sur la manière dont nous pouvons nous épanouir tant émotionnellement que sexuellement dans une relation amoureuse formalisée. Donc elle exprime en fin de compte nos motivations profondes à ce besoin d'union légale et de fusion, ou au contraire les raisons de refus d'engagement avec les souffrances éventuelles qui en découlent. Donc en creusant un peu plus, nous pouvons y déceler les éléments d'explication concernant notre jalousie potentielle, ça vous l'avez compris, et même les raisons de notre infidélité. C'est ainsi qu'on peut dire que des personnes ayant une Junon valorisée, ou dans certains signes en maison ou dans le thème, seraient plutôt attirées par le mariage et par extension, donc la vie commune avec aujourd'hui, je ne sais pas si on peut peut-être prolonger sur le Pax éventuellement, parce que c'est quand même un contrat, là il faut voir après, donc si on prend en compte l'évolution des mœurs et de notre société, en tout cas ils mettront tout en œuvre pour préserver l'harmonie, quitte à faire des compromis, à contrario dans une position délicate ou affligée. Dans un thème, l'astéroïde peut indiquer des frustrations, des blocages, des freins à l'union, donc qui sont compensés par des sentiments de jalousie, de possessivité, d'abandon, quand c'est pas de la manipulation, ou par des jeux sexuels qui subliment par contre ce déni ou ces impossibilités. Donc ça peut être intéressant, effectivement. C'est souvent d'ailleurs plutôt un pas mauvais médicament, la jalousie maladive, c'est de sublimer aussi par des fantasmes, par des jeux amoureux, par des jeux érotiques. Donc là, encore faut-il, après avoir le partenaire
adéquate qui est capable de comprendre ça et de pouvoir être à l'unisson avec vous. Donc là, c'est pas, il faut voir. Alors, c'est vrai que j'ai pas parlé tout à l'heure de Eros, mais on pourrait très bien aussi imaginer que vous pouvez aussi intégrer Eros hein, dans votre thème. On regardera ça tout à l'heure. On va voir tout de suite les significations par signe. Donc on va essayer d'interpréter ça très brièvement hein, pour vous donner une idée. Comme ça, vous pourrez voir, vous, où se retrouve Junon. Donc Junon en bélier. Hein, donc comment s'exprime votre désir d'union? Donc ce serait plutôt par le challenge, le défi, le désir de vous conquérir. Donc le profil type, hein, si vous avez Junon en bélier, le profil type de votre partenaire, donc ce serait plutôt un caractère dynamique, franc et affirmé, d'un tempérament sportif, ne restant jamais en place et qui peut avoir un ego très fort et puissant. Donc pour quel type d'union vous êtes fait? Plutôt pour les unions libres, plutôt que pour les engagements trop verrouillés, à moins que votre moitié ne reste pas les deux pieds dans le même sabot et sache renouveler les sentiments. Alors comment réagissez-vous face à des cas d'infidélité? Alors là, vous avez une colère qui peut être phénoménale, hein, vous n'allez pas par quatre chemins, plutôt que de vous avouer vaincu, vous combattez pour récupérer l'être aimé, n'hésitez pas à attaquer votre rival. Donc la compétition peut parfois stimuler vos sentiments amoureux, tant que c'est pas trop flagrant, donc ça met de l'émulation dans votre couple. Alors, concernant le taureau, ben, comment s'exprime votre désir d'union? Par la solidité des sentiments et la stabilité. Donc, quel sera le profil type de votre partenaire? Donc, d'un tempérament et d'un caractère plutôt pragmatique, traditionnaliste, qui peut avoir un tempérament sensuel, donc son rythme est lent mais très puissant. Donc, il doit vous apporter une certaine sécurité matérielle, donc cela peut passer par l'achat d'une belle maison par exemple. Donc, pour quel type d'union êtes-vous fait si vous avez Junon en taureau? Pour les unions avec des engagements très forts comme le mariage ou des projets immobiliers à deux. Alors comment réagissez-vous en cas d'infidélité? Avant même tout acte d'infidélité, vous montrez beaucoup de jalousie et de possessivité. Donc en cas de coup de canif dans le contrat, bah, vous êtes très rancunier. Donc pour anticiper pardon, excusez-moi, hein, sur toutes éventuelles crises, donc votre partenaire ou vous-même doit être attentionné et savoir vous montrer ses sentiments de façon concrète par des présents et par des gestes d'affection réguliers. Alors si vous avez maintenant Junon en Gémeaux, donc là, comment s'exprime votre désir d'union? Donc par des paroles ou des idées, mais donc c'est pas franchement votre priorité, vous, hein, l'union légale. Hein. Donc vous attachez plus d'importance à votre liberté et votre complicité intellectuelle avec votre partenaire. Donc quel sera le profil type de votre partenaire? Donc ce dernier doit savoir susciter votre curiosité et stimuler votre intellect. Votre envie de bouger pour vous donner le désir de vous abandonner et à plus forte raison de vous engager. Alors pour quel type d'union êtes-vous fait? Plutôt pour des unions, vous l'avez bien compris, détendues avec peu d'engagement. À la rigueur, le Pax, hein, qui sera l'occasion de faire la fête plutôt et d'inviter tous vos copains et vos copines. Donc comment réagissez-vous en cas d'infidélité? Alors les questions relatives à la fidélité sont des notions toutes relatives pour vous. Vous les traitez souvent avec légèreté. Surtout si c'est vous qui êtes l'auteur, hein, bien entendu, de l'infidélité. C'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Donc pour vous, flirter et échanger avec d'autres n'est pas forcément tromper. Votre partenaire doit faire preuve de souplesse et d'une grande adaptabilité. Vous montrez plutôt par l'humour et par le verbe que vous comptez à ses yeux. Alors si vous avez Junon en cancer, alors comment s'exprime votre désir d'union? Ben, il est fortement ancré, forcément. Hein, il doit se faire en présence de la famille et de vos proches. Là, il peut y avoir le côté officialisation avant même hein, donc de rentrer dans la phase de mariage ou de fiançailles. Hein, donc il y a tout de suite l'officialisation assez rapide auprès des proches. Hein. Donc il s'agit d'un prélude obligatoire avant de faire des enfants pour vous de toute façon, quoi qu'il arrive, concernant cette union. Donc quel sera le profil type de votre partenaire? D'un tempérament plutôt rêveur romantique. Vous avez besoin d'être protégé, d'être materné et d'être câliné. Donc pour quel type d'union êtes-vous fait? Vous êtes fait plutôt pour le mariage et tous ces rituels les plus ancestraux. Donc comment réagissez-vous en cas d'infidélité? Alors là, pour vous, l'infidélité est un acte impardonnable, mais par amour pour vos enfants, vous maintenez votre couple parfois coûte que coûte. Et en cas de divorce ou de séparation, vous êtes du genre à utiliser vos enfants pour faire pression sur votre ex-mari, surtout si il y a une pension alimentaire par exemple, hein, voilà, pour vos enfants et pour vous-même. Alors, Lion, si vous avez
Junon en Lion, comment s'exprime votre désir d'union? Alors, il est très marqué chez vous à condition d'être complètement en admiration et passionné. Votre désir d'union peut aussi s'exprimer par le souci de fierté pour sauver les apparences, voire figurer en bonne place dans la société. Donc, quel sera le profil type de votre partenaire d'un tempérament plutôt passionné et démonstratif, hein? Vous avez besoin d'être admiré, valorisé, respecté et l'objet de toutes les attentions les plus exclusives, hein. Donc, le caractère sera affirmé et certainement pas effacé. Donc pour quel type d'union êtes-vous fait? Hein, vous êtes fait pour les mariages en grande pompe. Donc pas de question pour vous, hein, de mégoter sur le budget. Vous ne lésinerez pas sur les moyens. Votre union doit avoir un accent royal ou princier, ou en tout cas, il doit y avoir du brillant, du clinquant et avoir un côté spectaculaire pour marquer les esprits. Alors comment réagissez-vous en cas d'infidélité? Alors là, vous pouvez bien imaginer qu'un lion, donc si vous avez en lion, c'est que vous pouvez mettre des coups de griffe, hein, vous ne pouvez pas... D'ailleurs, hein, vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que les sentiments exclusifs, hein, que vous nourrissez ne soient pas partagés. Donc certains partenaires peuvent tout de même se montrer tyranniques ou autoritaires pour anticiper sur un éventuel écart, hein, qui serait vécu comme un vrai déshonneur. Alors si vous jamais vous découvrez le poteau rose, hein, vous êtes évidemment blessé mais drapé dans votre orgueil, vous pouvez ne rien montrer ou au contraire rugir de colère avant de demander presque sur le champ le divorce. Alors maintenant, si vous avez Junon en vierge, alors comment s'exprime votre désir d'union? Il n'est pas toujours très marqué chez vous. Alors vous ne vous engagez que lorsque vous êtes sûr que votre partenaire représente votre idéal de perfection. Donc votre besoin de sécurité peut être une sérieuse motivation, tout comme le côté pratique, l'échange de services et le côté économique qui n'est pas à négliger. Donc pour des raisons fiscales par exemple, ou pour payer moins cher par exemple votre loyer. Donc il y a vraiment le côté pratique. C'est vrai que la Vierge peut être économe. Donc quel sera le profil type, hein, de votre partenaire? Donc un tempérament plutôt travailleur, précis, intègre, ordonné, qui s'occupe, hein, de votre qualité de vie au quotidien, comme l'hygiène, les questions sanitaires et sociales, la diététique. Voilà, il faut que ce soit quelqu'un de plutôt parfait. Alors pour quel type d'union êtes-vous fait? C'est généralement plutôt le célibat qui vous convient le mieux, mais si vous trouvez la perle rare, vous n'êtes pas contre le mariage à condition que le contrat soit bien ficelé, que les acquisitions éventuelles hors mariage soient mentionnées dans le contrat. Vous ne laissez jamais rien au hasard. Alors, comment réagissez-vous en cas d'infidélité? La question de l'honnêteté chez une Junon qui serait placée en vierge, donc la question de l'honnêteté est très importante à vos yeux. Et comme cette position de Junon indique un manque de confiance, hein, dans les unions, la suspicion avant même le franchissement de la ligne jaune peut être le cas, hein. Donc un cas par contre de consommation réelle de l'adultère, assurément prévoyante, hein, donc vous vous préparez minutieusement dans ce cas-là un éventuel divorce en réunissant les preuves à fournir devant le juge pour au moins en tirer des avantages économiques de la situation ou à défaut de ne pas y laisser des plumes. Alors, si vous avez Junon en balance, alors là, comment s'exprime votre désir d'union? Donc là, les passionnés, à mon avis, ils doivent tout de suite percuter, forcément, hein. Il est remarquable, hein, chez quelqu'un qui aurait Junon en balance, hein, puisque c'est le signe justement du couple, hein, et des unions légalisées. Donc à noter que Junon est finalement une forme de balance intériorisée quelque part, hein. J'aurais pu le dire d'ailleurs en préambule. Donc votre besoin d'engagement, de collaboration, de partage et de coopération est par conséquent primordial. Donc quel sera le type de partenaire, hein, vers lequel vous pouvez être attiré, donc d'un tempérament plutôt agréable, charmant, communicatif, consensuel, diplomate, donc il s'occupera d'embellir votre vie par son sens artistique, esthétique, très important. Donc la question de la beauté est souvent soulevée, de même que le besoin d'une vie sociale, voire mondaine, importante. Alors pour quel type d'union êtes-vous fait? Donc assurément, ben, le mariage, avec toute la symbolique qui l'entoure, beaux costumes, belles robes, photos, cérémonie nuptiale, voilà, hein, tout ce qui va avec. Donc ce jour J est un véritable accomplissement dans votre vie. Donc pour les couples les plus libéraux, l'engagement peut à la fois, à la rigueur, prendre une forme plus associative, professionnelle ou coopérative, avec dans tous les cas une signature de contrat. Alors en cas d'infidélité, donc bien avant même, hein, que l'irréparable ne soit commis, vous mettez tout en œuvre pour faire durer cette union en dépassant vos différences, quitte à faire des concessions, des compromis pour éviter tout conflit fratricide qui mettrait un mal à votre mariage, qui mettrait un mal à votre mariage. Malheureusement, à force d'arrondir les angles, le résultat est contraire à ce que vous souhaitiez. Et vous connaissez le dicton, donc le mieux est parfois l'ennemi du bien.
Donc après, tout dépend, bien sûr, hein. D'ailleurs, pour toutes les interprétations que je vous fais, tout dépend après de la manière dont est intégré Junon dans votre thème, hein. Donc, alors, il peut vous arriver qu'avant même, hein, que la fatalité de l'infidélité ne vous rattrape, que vous ne la conjuriez en même temps que votre peur viscérale de solitude en séduisant et en faisant une entorse au sacro-saint principe, hein, de la fidélité vous-même, quelque part, hein, puisque la balance est aussi un signe, le signe de la séduction. Alors, dans le cas où vous feriez pincer, vous mettrez dans la balance pour vous tranquilliser moralement le manque d'amour reçu de la part de votre partenaire. Donc ça, c'est une forme un petit peu de se déculpabiliser. Alors maintenant, en Scorpion, bah, comment s'exprime votre désir d'union? Alors par un désir de fusion passionnelle et plein d'intensité, de posséder l'autre tout entier, voire de vous métamorphoser. Alors quel type de partenaire vous conviendrait le mieux? Donc d'un tempérament plutôt, d'un fort caractère, mystérieux, secret. Donc votre partenaire saura mettre du piment et cette part d'inattendu dans votre vie. Donc le piment, souvent, hein, sur le plan sexuel, puisque le Scorpion est un signe éminemment sexuel et érotique. Donc il doit être un bon amant. Donc la question des tabous de la sexualité sera souvent à l'ordre du jour. Donc celle-ci pourrait être exaltée, faire l'objet d'un parcours initiatique, tantrique ou à l'inverse, en position affligée, vous contraindre à l'abstinence, la frustration ou l'insatisfaction. Donc là, pour quel type d'union êtes-vous fait? Alors vous ne choisissez cette option que si elle vous permet d'obtenir une forme de garantie sur l'exclusivité dans les rapports sexuels, mais généralement, vous êtes plus pour les relations hors normes, subversives, et les sexualités multiples peuvent être présentes, hein. Il peut y avoir aussi la question financière, hein. Est-ce que la personne est un bon parti sur un plan financier ou est-ce que c'est une personne de pouvoir? Alors comment réagissez-vous en cas d'infidélité? Vous pouvez singulièrement manquer de confiance en votre partenaire dès le début, hein, avant même qu'il y ait la personne qui ait franchi la ligne rouge. Alors vous êtes soupçonneux ou soupçonneuse, suspicieux, au point de vous muter en agent secret ou détective privé et de mener une véritable enquête policière pour savoir si votre partenaire ne fait pas d'écart lorsque vous n'êtes pas ensemble. Alors là, c'est vrai que c'est souvent une difficulté, hein, qu'on peut rencontrer chez les scorpions, c'est cette jalousie maladive donc, qui peut être décuplée. Donc ça veut dire que si vous avez Junon en scorpion, même si vous êtes d'un autre signe, vous pouvez quelque part, sur le plan amoureux, et même si vous avez Vénus, hein, dans un signe par exemple assez calme, par exemple le Capricorne, hein, vous pouvez endosser, voilà, ces caractéristiques-là, scorpion. Alors si vous avez Junon en Sagittaire, donc comment s'exprime votre désir d'union? Alors c'est plutôt par un désir d'aventure, de découverte et de liberté. Donc l'union en question doit vous donner envie de voyager ou d'enseigner votre savoir. Alors le profil type, hein, de votre partenaire, donc, ce sera plutôt quelqu'un de généreux, d'ouvert, d'optimiste. Donc c'est quelqu'un, votre partenaire devra vous faire voir la vie en grand, doit être aventureux, ne doit pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Donc il doit y avoir souvent au cœur de votre union, hein, des questions philosophiques, politiques ou des connaissances humaines, donc qui peuvent être importantes pour vous, hein. C'est quelqu'un qui doit être aussi un peu votre Pygmalion ou vous apporter. Donc il peut être aussi d'origine étrangère à la vôtre ou d'une autre culture, d'un autre horizon socioculturel ou géographique bien différent de ceux de vos origines. Donc ça peut être un professeur, je vous disais un Pygmalion, donc quelqu'un de magnanime, un érudit, une personne qui voyage beaucoup, également possible. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut être très religieux, par exemple, hein, donc voilà, qui peut en tout cas avoir cette propension-là. Alors pour quel type d'union êtes-vous fait? Donc vous choisissez le mariage, ben justement un petit peu comme Zeus a choisi de prendre pour époux Héra. Donc c'est vraiment dans l'union légale, hein, que vous avez le plus de chances de vous épanouir et d'attirer à vous la réussite, y compris socio-professionnelle. Simplement comme dans le mythe et selon les aspects de Junon dans votre thème, vous pouvez connaître des épisodes moins heureux et des insatisfactions. Donc normalement, ça prédispose plutôt à une union heureuse, mais si vous avez des aspects négatifs, effectivement, là on peut retrouver ce que je vous ai dit à propos de l'histoire d'Héra et de Zeus, hein. Donc comment réagissez-vous en cas d'infidélité? Là, vous avez une confiance aveugle en votre conjoint, ou en tout cas, vous mettez tout en œuvre pour éloigner les autres prétendantes, hein. Vous ne vous appliquez pas toujours à vous-même l'exigence de fidélité que vous demandez à votre conjoint, donc c'est un peu fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Alors si vous avez Junon, Capricorne, donc comment s'exprime votre désir d'union? Donc par un acte réfléchi, responsable et engageant. Donc là c'est plutôt la fidélité, l'union
en question est un acte que vous ne prenez pas à la légère, vous mettez le temps pour vous décider, mais lorsque vous êtes sûr, vous allez jusqu'au bout, et cela malgré les épreuves. Donc là, quels que soient les moments passés, donc là c'est vrai que vous tenez bon, c'est un signe plutôt endurant le Capricorne. Donc le type de partenaire, donc plutôt d'un tempérament sobre, mature, plutôt introverti, réaliste, ambitieux, donc quelqu'un qui peut ne pas être toujours très démonstratif, mais qui compensera par son sens de l'organisation, par quelqu'un qui peut être ambitieux, doué en affaires. Donc c'est quelqu'un aussi qui peut être plus âgé que vous, appartenir au monde financier, scientifique et des têtes couronnées. Donc pour quel type d'union êtes-vous fait? Vous êtes fait pour le mariage, mais celui-ci ne sera pas forcément un mariage d'amour. Il peut être aussi une union par un intérêt matériel, financier ou socio-professionnel. Donc comment réagissez-vous en cas d'infidélité? Vous êtes vous-même d'une fidélité sans borne et réprouvez très certainement le manque de fiabilité et de loyauté. Donc là, il y a un sens moral qui est plutôt aigu. Même si vous découvrez un adultère, vous réagissez avec beaucoup de sang-froid, pragmatique, vous ferez tout pour sauver les apparences de votre union. Vous aurez les ressources pour surmonter l'épreuve. De même, si vous êtes amené vous-même à commettre un acte ou à avoir une maîtresse, vous aurez bien du mal à rompre le lien du mariage pour cette personne. Donc là, c'est-à-dire que là, vous sauverez coûte que coûte les apparences. Alors, Junon en Verseau, alors comment s'exprime votre désir d'union? Par un pacte original, non contraignant et qui ne vous prive en aucun cas de votre liberté et votre indépendance. Donc là, vous allez avoir les caractéristiques du Verseau, quelque part. Donc, si vous avez Junon en Verseau, même si vous êtes d'un autre signe. Donc, quel sera le profil type de votre partenaire d'un tempérament non conformiste, plutôt quelqu'un d'original, indifférent, voire même génial, parfois excentrique, versatile. Votre partenaire est à coup sûr atypique et possède un goût prononcé pour la nuance et les idées novatrices. Il peut être aussi paradoxal, il peut être aussi parfois instable et provenir peut-être d'une autre culture ou alors votre union peut être vraiment originale. Donc là, on peut retrouver justement les couples atypiques, les couples, par exemple, homosexuels. Voilà, donc ça c'est possible avec le côté Verseau. Donc pour quel type d'union êtes-vous fait? Eh bien, justement, pour les unions libres ou le concubinage ou les unions dont je viens de vous parler, faire chambre à part ou avoir des appartements séparés sont les meilleures garanties pour faire perdurer votre idylle. Alors si d'aventure vous optiez pour le mariage, donc celui-ci doit être original, atypique, ou en tout cas sortir des normes habituelles. Donc certaines personnes mariées avec cette position de Junon peuvent regretter après coup ou peuvent vivre d'un commun accord, plus ou moins tacite, ou assumer le libertinage. Alors là, comment réagissez-vous en cas d'infidélité? Alors votre principe c'est la liberté, donc c'est la liberté qui passe avant tout, avant même celui de la fidélité. Donc face aux écarts de votre partenaire, vous pouvez réagir avec beaucoup de tolérance. Donc là, il n'est pas impossible, c'est ce que je vous disais, donc il y ait ce rapport-là de relation j'allais dire de libertinage, pardon. Mais par contre, vous pouvez très bien aussi être tout au contraire, puisque tout dépend après de la manière dont c'est aspecté. Et là, au contraire, rentrer dans une colère noire et rompre immédiatement la relation, puisque donc le Verseau est gouverné par Uranus, donc qui est une planète imprévisible, et la planète également des divorces. Alors enfin, nous finissons par le Poisson. Donc comment s'exprime votre désir d'union? Donc par un acte vraiment sentimental et émotionnel. Donc il y a un côté rêveur, idéaliste. Là, il faut vraiment que ce soit la personne qui vous transporte, qui vous sublime. Donc l'union est pour vous l'aboutissement ou la concrétisation d'un rêve, d'un idéal. Vous écoutez avant tout votre cœur plus que la raison. Vous avez une tendance à embellir la réalité et la voir à travers le prisme de vos fantasmes. Donc quel sera le profil type de votre partenaire d'un tempérament plutôt idéaliste, sensible, rêveur, poète et romantique? Il sera quelqu'un de démonstratif, d'affectif, fusionnel, donc qui a envie de vous prendre souvent dans ses bras et de vous câliner. Vous lui prêterez parfois des qualités qu'il n'a pas toujours forcément, et vous minimiserez ses défauts et vous lui pardonnerez ses bêtises. D'ailleurs, alors pour quel type d'union êtes-vous fait? Eh ben, le mariage, c'est une option à condition surtout, si elle vous permet d'assouvir votre besoin de fusion avec l'être aimé et que vous conjurez votre peur viscérale de l'abandon. Donc vous pouvez vous unir avec une personne dont vous éprouverez de la compassion aussi, et aussi par esprit de sacrifice, car vous désirez aussi sauver une situation délicate ou sauver la personne.
d'une situation extrêmement délicate, comme par exemple la drogue, l'alcoolisme, la dépression, les problèmes d'argent. Alors peut-être aussi vous n'en avez pas conscience avant, le problème peut venir après. C'est-à-dire qu'au départ, vous pouvez très bien vous mettre avec cette personne-là dont vous mariez, et après vous rendre compte de ces problèmes-là de dépression, d'alcool, voilà, de paradis artificiel, ou de problèmes par exemple au jeu d'addiction quelque part. Voilà, comment réagissez-vous en cas d'infidélité? Alors, lorsque vous l'apprenez, vous êtes extrêmement blessé au plus profond de votre âme, mais avec le temps, vous pouvez pardonner. Donc, certains préfèrent passer l'éponge que de tout balancer, que de tout jeter aux orties. C'est pourquoi vous prenez sur vous. Si en revanche, vous manquez d'amour et que vous estimez qu'après coup, la relation ne correspond pas à l'image que vous étiez fait ou faite, vous pouvez aussi franchir ce cap et faire des incursions du côté de l'adultère pour retrouver cette magie de l'amour qui vous manque. Et dans ces cas-là, eh ben, vous mettrez beaucoup de temps avant de vous séparer et vous pourriez avoir cette double vie. Pour être complet, eh ben, on va parler aussi des maisons, c'est-à-dire où se trouve Junon dans les maisons, dans la maison de votre thème. Donc là, comme ça, vous pourrez avoir tous les éléments pour faire votre propre interprétation. Donc là, ce que je vous donnais, bien entendu, c'est extrêmement généraliste. Après, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment l'intégrer dans votre thème, regarder les aspects, regarder à côté de quelle planète il figure, pour vraiment avoir une interprétation affinée. Mais voilà, ça vous donne quand même quelques idées. Donc si vous avez Junon en maison 1, alors le principe d'union et de fidélité est primordial dans votre vie. Donc pour parvenir à ce but, donc ça peut passer par un défi très important à relever. Donc vous pouvez dégager un très grand charme et une grande beauté. Quelqu'un qui aurait Junon en maison 1, donc ça veut dire qu'il serait très proche de l'ascendant. Alors le principe d'union pour la maison 2, si vous avez Junon en maison 2, donc le principe d'union est avant tout centré sur le besoin d'acquérir donc des biens matériels, de l'argent, une maison. Donc l'union légale peut être source d'enrichissement, tant sur le plan des possessions que par rapport à votre personnalité. Donc votre partenaire peut vous apporter la richesse comme il peut, en cas de séparation, de divorce, vous déposséder de tout. Donc en maison 3, le principe d'union, cette fois-ci, repose avant tout sur une grande communication, de la complicité et des idées. Donc l'union légale peut vous apporter un plus en termes de communication, d'échanges commerciaux, plus de mobilité aussi dans votre vie, et plus de monde autour de vous. Donc votre partenaire peut se trouver parmi vos collègues, vos amis, mais également parmi vos beaux-frères, belles-sœurs ou cousins en tout cas éloignés. Voilà, si vous avez Junon en maison 4, donc le principe d'union repose sur la famille ou le besoin de fonder un foyer. Donc l'union légale peut vous apporter les enfants qui seront la joie de votre vie. Donc elle peut être encouragée par votre famille. Donc votre partenaire pourrait être une femme-enfant, une bonne maman et être experte dans l'intendance et les affaires domestiques. Donc cette position peut aussi vous rendre plus casanier ou vous laisser plus volontiers materner après le mariage. Alors en maison 5, le principe d'union repose avant tout sur l'amour passionné et récréatif. Donc l'union légale peut vous apporter plus de joie de vivre, de loisirs, des enfants. Elle peut aussi éveiller votre créativité. Donc votre partenaire peut être un très bon amant et un très bon éducateur pour vos enfants. Il vous entraînera dans ces activités rafraîchissantes. Alors si vous avez cette fois-ci Junon en maison 6, le principe d'union repose sur le travail, la vie quotidienne et la santé. L'union légale peut vous apporter plus de travail, une meilleure santé. Il existe un véritable échange de services, ou au contraire, ça peut nuire aussi à votre activité professionnelle de vous voir marié, ou vous pouvez être marié à quelqu'un qui peut être votre partenaire professionnel. Donc là, tout dépend après de la situation. Si vous avez ensuite Junon en maison 7, donc le principe d'union passe obligatoirement par le mariage, l'association ou le partenariat, et votre partenaire vous apporter des satisfactions en termes de partage, d'harmonie, d'embellissement, comme une position. Alors, si vous avez Junon par contre en position affligée, c'est vrai que ça peut vous apporter des tracas, des séparations, des conflits. Donc votre partenaire dans cette position peut être beau ou belle esthétiquement. Donc c'est vrai que la maison 7, c'est souvent son alter ego, c'est le partenaire, c'est le conjoint, mais ça peut être aussi l'ennemi. Donc là, votre amant ou votre conjoint d'hier peut devenir aussi votre pire ennemi, donc tout dépend encore une fois des aspects. Maison 8, le principe d'union là passe dans ce cas-là obligatoirement par la sexualité épanouie, par le désir aussi de transformation, de fusion, de possessivité. Donc c'est vrai que cette union-là peut vraiment littéralement vous transformer.
Donc ça peut vous aider aussi à vous construire, à vous reconstruire, à vous métamorphoser, et ça peut aussi être lié à la mort, hein. Vous pouvez avoir par contre, si il y a trop de mauvais aspects, avoir un veuvage, ou avoir un héritage par le biais de la famille de votre conjoint par exemple, hein. Donc en tout cas, il peut améliorer votre situation financière ou au contraire être source de procès et d'ennuis, de manipulation et de machination. Donc ça peut être une position effectivement extrêmement délicate. Voilà, vous pouvez vivre le paradis comme l'enfer, hein. Maison 9, donc le principe d'union passe par le besoin de découvrir, de voyager, d'apprendre. Donc cette union peut vous apporter un nouvel environnement de vie, une nouvelle culture ou philosophie, hein. Il peut améliorer votre ouverture d'esprit, votre goût pour les activités sportives. Donc là, c'est vrai que cette position-là peut être intéressante et peut vous ouvrir. Mais en position affligée, effectivement, bon, il peut y avoir la maison 9 étant reliée au Sagittaire et à Jupiter. Donc là, on peut retrouver eh bien, toute l'histoire d'Héra. Vous pouvez reproduire en fait, hein, l'histoire d'Héra et de Zeus, hein, histoire mouvementée. Alors, maison 10, le principe d'union est lié, cette fois-ci, est très très important, hein. Il est lié à votre destinée, puisque là vous retrouvez ça en maison 10, donc qui correspond à votre milieu du ciel. Donc là, vous pouvez rencontrer votre partenaire dans la vie publique. Donc se marier peut vous apporter la renommée ou vous permettre une ascension sociale fulgurante, hein. Votre partenaire peut se montrer très ambitieux ou vous apporter cette dose d'ambition qui vous manquait. Affligé, Junon peut au contraire déséquilibrer votre carrière et égratigner votre notoriété ou vous faire dégringoler socialement. Maison 11. Si vous avez Junon en maison 11, le principe d'union peut vous reposer sur les activités humanitaires ou sociales. Alors il peut vous apporter ce soupçon d'innovation et de nouveauté que vous attendez, hein, dans la vie, avec des projets intéressants, des projets vivifiants. Vous pourriez très bien vous marier avec un ami de longue date aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, ou rester ami après le divorce. Voilà, cette position du Junon peut indiquer un besoin de renouvellement, donc la possibilité de faire plusieurs unions aussi dans votre vie. C'est vrai qu'en position affligée, ça peut être aussi une position donc, qui peut vous amener aussi à des divorces. Et là, il faut le rattacher aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure à Junon en Verseau, puisque ça marche ensemble, hein. Donc là, avec des unions assez originales, assez particulières. Ensuite, en maison 12, alors là, le principe d'union repose ici sur la notion plutôt de sacrifice. Cela peut passer par un mariage avec une personne dont l'identité est troublée, un marginal, une personne enfermée ou victime d'une servitude. Le mariage est ici associé à l'épreuve, l'abnégation, la compassion. Vous pouvez être complètement dépendant de votre partenaire ou inversement, ou vous marier par pitié ou pour la personne et non forcément par amour. Alors en général, ça se fait pas trop, bon, de se marier par pitié, mais je dirais que ça peut venir après, c'est-à-dire rester plutôt avec la personne parce que cette personne-là vit par exemple un problème de santé extrêmement important qui peut survenir par la suite. C'est-à-dire une fois que vous vous êtes engagé, vous ne l'avez pas vu venir de suite, hein. Il peut y avoir aussi dans le côté positif de cette maison-là pour contrebalancer, hein, justement l'idée aussi de fusion, de rêve, de compassion. Donc vous pouvez vivre aussi cette maison-là, elle peut être aussi magnifique et vous amener vers la spiritualité, vers l'ouverture à d'autres champs de connaissances, hein, donc, qui sont spirituels. Là, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je suis désolé par rapport au débit rapide. J'étais un peu obligé parce que je savais que j'avais beaucoup de choses à vous dire et je voulais absolument que ça rentre dans une vidéo. Et comme vous savez, voilà, hein, je suis souvent assez bavard, j'ai plein de choses à vous dire et je voulais pas que ça se fasse en deux parties. Voilà, donc c'est fait. Et donc je vous souhaite en tout cas, puisqu'on arrive, alors tout dépend la date à laquelle vous allez écouter cette vidéo-là, mais donc moi je l'ai réalisée. Donc on est le 31 janvier, donc on va rentrer sur le mois de février, et dans quelques jours on sera à Saint-Valentin. Donc là je vous souhaite à tous et à toutes une excellente Saint-Valentin, et je vous souhaite vraiment de trouver l'amour de vos rêves, et de le vivre de manière la plus épanouissante possible. Et de toute façon je reviens assez vite dans la foulée avec d'autres vidéos, voilà, pour parler du sujet de l'amour, mais pour parler bien d'autres choses. Et je vous dis à très bientôt.